remarqué que depuis ces 10 dernières années, l'enseignement n'a pas vraiment évolué. Vous savez, on est dans le domaine informatique et les choses vont très vite. Lorsqu'un enseignant ne se recycle pas lui-même, après il a du mal à bien former les étudiants parce qu'il n'enseignera que ce qu'il sait. Voilà. Donc du coup, nous on part sur le principe selon lequel on va inviter les étudiants à apprendre d'eux-mêmes en essayant de mettre à disposition toutes les ressources. Pas toutes les ressources, mais les quelques ressources que nous pouvons pour qu'ils puissent apprendre d'eux-mêmes. Et en fait, c'est lorsqu'on était en train d'essayer de concevoir ce projet-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une école, nos grands frères, qui nous avaient déjà devancé, et qui était l'école 42. Donc du coup, on a appris d'eux, on a regardé des vidéos, on a visité le site, on a décortiqué, on a vu ce qu'on pouvait prendre à notre niveau aussi. Et puis voilà, ceci donne le résultat que vous pouvez voir aujourd'hui. Donc comme je disais, nous avons une capacité de 50 machines et on a lancé le test en décembre. Donc depuis janvier, effectivement, on a commencé et les étudiants sont constitués en groupes. Donc il y a différents groupes et chaque groupe, en fait, ils ont pour target en fait, de s'entraider. Donc on leur demande par exemple pour le mois de janvier d'apprendre un langage ou une technologie. Donc ils apprennent pendant tout le mois. En fait, comment est-ce qu'ils apprennent? On a un cloud, un serveur sur lequel se trouvent tous nos cours. Donc ils viennent vraiment comme ils veulent, quand ils veulent, ils apprennent d'eux-mêmes, ils essaient d'échanger, de partager. Et puis à la fin du mois, on essaie de faire des évaluations. Mais nos évaluations sont sous forme de projets concrets. Donc par exemple, vous avez appris le langage Java, on vous demande de réaliser quelque chose en Java. On ne va pas venir vous dire qui a fait ci, non, c'est vraiment quelque chose de concret que vous devez réaliser. Donc janvier, février, donc ils ont eu le temps d'apprendre, je crois, Python, HTML, CSS, PHP, on a vu aussi des frameworks, JavaScript, tout ça. Donc en gros, c'est un peu comme ça que nous fonctionnons à l'AM. Voilà. Bonsoir. En tout cas, vraiment merci beaucoup pour votre invitation et puis le fait de nous mettre en relation avec les jeunes. Vous savez, quand je vous vois, je dis c'est l'avenir de l'Afrique. Et vous devez savoir que vous devez avoir le niveau international et je crois que l'expérience que vous faites ici est tout à fait utile. Moi, je suis Alain Kapouchissi, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Donc j'ai fait un doctorat en informatique et un PhD du moins en technologie et de la communication dans l'éducation. Après cela, donc, je suis allé au CAMES, donc je suis maître assistant en génie informatique. Donc je siège actuellement en tant que président du réseau d'établissement de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES. Et demain, on aura une conférence justement avec le ministère de l'enseignement supérieur où on parle de la formation mais aussi de l'insertion des jeunes. Et donc Nicolas est venu dans le cadre d'un programme global qu'on a, mais c'est aussi utile donc d'échanger avec les jeunes et de leur dire qu'effectivement aujourd'hui, la formation, l'enseignement en général, on s'interroge sur l'avenir, le devenir des étudiants, hein, de ce qu'ils deviennent après les avoir été formés. Et comme il a dit, le modèle transmissif où on met un professeur et puis on dit, lui il va transmettre le savoir, ce savoir-là aujourd'hui ne se transmet pas en réalité. En réalité, c'est ce que vous devez faire parce que ce que vous faites actuellement, c'est le socio-constructivisme. C'est qu'on ne transmet pas son savoir, mais on va se construire en fait son savoir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est un modèle où vous apprenez hein, les uns des autres, où vous allez avoir d'autres sources en dehors de l'enseignant, okay, pour pouvoir conduire et auto-construire en fait ce savoir-là. Et vous devez savoir que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Et c'est très proche aujourd'hui des pédagogies interactives, puisque l'apprenant doit être au cœur de sa formation. Hein, c'est lui qui, en réalité, compte tenu de ses blocages, compte tenu de ce qu'il a envie de faire, de ses objectifs, va construire, en fait, ou bien auto-construire ce savoir-là. Et c'est très proche, en fait, de comment nous apprenons naturellement. Naturellement, nous n'apprenons pas parce que quelqu'un nous a mis là et qui nous a appris quelque chose, mais naturellement, compte tenu de nos blocages, nous allons, voir comment nous pouvons contourner et comme ça, nous apprenons de nos erreurs, etc. Alors moi, j'ai écrit un ouvrage qu'on appelle « Quelle université, quelle Afrique » où on pose véritablement donc, le problème de la formation aujourd'hui et de l'actualisation de ces programmes qui changent tous les jours avec l'informatique, etc. Donc,
Nicolas a fait ce pas-là. Et le modèle de l'école 42 est un modèle intéressant qui doit être partagé. Et en Afrique, où nous avons aujourd'hui des problématiques d'insertion des jeunes, de chômage. Vous savez aujourd'hui que 90% des jeunes qui sortent en fait du système en fait se retrouvent au chômage. Alors qu'il y a de la demande, il y a de l'offre. Normalement, il y a des gens, l'Afrique doit être capable d'exploiter ses compétences, mais on n'arrive pas à le faire. Donc Nicolas, voilà donc une expérience que tu commences à faire. Merci aussi de cette disponibilité parce qu'il est venu pour la première fois en Afrique francophone. En tout cas, ici, il est très intéressé de voir ce que les jeunes pensent déjà, mais ce que les jeunes feront demain pour cette Afrique-là qui gagne, de l'amour qu'il a pour l'Afrique. Plus il est né d'abord au Tchad, il est né. Vous allez l'applaudir d'abord pour ça parce qu'il est né africain quoi. Bon, si on n'avait pas parlé de nationalité, je serais né au Tchad. Merci. Écoute, moi je vais reprendre. Enfin, je suis très en phase avec ce discours. Peut-être en rajouter un petit peu plus. Moi, je crois qu'on est dans une situation où le fait de savoir, parce qu'on parle beaucoup de savoir, moi je pense que le fait de savoir est plutôt un handicap qu'un avantage. C'est-à-dire que celui qui sait est en situation de problème parce qu'il sait des choses qui seront très vite fausses. Et souvent, en tant qu'être humain, on a vraiment du mal à se débarrasser de ce qu'on sait. C'est-à-dire que quand on sait quelque chose, on a toujours tendance à vouloir utiliser ce qu'on sait plutôt que de le remettre en cause. Et notre métier d'informaticien, moi à l'origine, moi je ne viens pas du tout de l'éducation. Moi j'ai un doctorat de physique de Stanford, et après j'ai monté des entreprises, essentiellement dans l'informatique, et donc j'ai fait la majorité de ma carrière à faire de l'informatique et surtout de la sécurité informatique. Et la première chose qu'on apprend, c'est que chaque fois qu'on croit qu'on sait un truc, ça va être faux vite. Et la première qualité qu'on a finalement en tant qu'informaticien, c'est la capacité à oublier. Si vous pouvez oublier ce que vous savez, vous serez un bien meilleur informaticien que celui qui n'arrive pas à le faire. Et on va même plus loin. Moi je dis à mes étudiants, quand ils arrivent le premier jour où ils arrivent à 42, on leur dit apprendre, mémoriser de la donnée, c'est inutile, c'est dangereux et ça rend idiot. Okay. Donc aujourd'hui, votre valeur à vous, elle n'est pas du tout dans ce que vous savez, elle est dans votre imagination, dans votre capacité à inventer quelque chose de nouveau. Demain, et quand je dis demain, c'est dans pas longtemps, tout ce qui est faisable de façon avec de la connaissance plus de la déduction, les ordinateurs sauront le faire. Okay. Ils savent déjà le faire dans la majorité des domaines. Tout ce qui est répétitif, des robots pourront le faire. Okay. Donc nous, êtres humains, on n'a qu'une seule valeur, c'est la créativité et la capacité à co-inventer et à avoir de l'empathie avec les autres. Vous devez développer toute votre capacité autour de ces deux axes qui sont comment je me rends créatif. Et ce qui est intéressant quand vous apprenez un langage, c'est pas le langage, c'est que vous ayez été capable de l'apprendre. Parce que demain, dans 3 ans, 4 ans, ce que vous serez en train de faire, ça ne sera certainement pas ce que vous avez appris aujourd'hui. Parce que vous pouvez être sûr d'une chose, il n'y a qu'une chose qu'on est sûr en informatique, c'est que tout sera obsolète très vite. Okay, donc c'est votre vrai travail, c'est quand vous apprenez un truc aujourd'hui, vous ne démontrez pas votre capacité à le connaître, vous démontrez votre capacité à l'avoir trouvé. Ce qui est très différent quand vous avez un prof. Le prof, en fin de compte, lui, vous donne la solution. Si vous dépendez de lui, demain, quand il n'est pas là, vous ne pouvez plus rien faire. Vous voyez, on est dans un métier bizarre. Ce n'est pas tous les métiers qui sont comme ça. Quand on est chirurgien, ça va rester pendant... Même si ça évolue, heureusement. Mais tu as quand même un savoir-faire que tu as et qui, lui, va durer longtemps. Notre métier, tout est remis en cause. Et alors, tous les combien, on ne sait pas. Mais ça, en plus, ça accélère. C'est-à-dire quand moi, j'étais jeune, quand tu apprenais un langage, ça durait 10 ans. 15 ans, tu étais tranquille, quoi. Okay. Maintenant, c'est 2-3 ans. Et les frameworks, c'est quelques mois maintenant. Des fois, en un an, c'est obsolète. Donc, il faut vraiment, votre première capacité, c'est cette agilité. La deuxième, qui est très très importante, c'est votre capacité à collaborer avec les autres. Donc, il faut que vous appreniez à travailler avec les gens et non pas à partager le travail. Ça veut dire que c'est pas collaborer, ça veut pas dire on est 4 et on divise le travail en 4. C'est à chacun entre nous, on remet en cause le travail de l'autre pour avoir des idées qu'on n'aurait pas eues. C'est la discussion avec l'autre qui fait qu'on a des idées nouvelles. Okay, moi, je dis toujours aux étudiants, ce qui est important quand on travaille avec quelqu'un, c'est l'altérité. Plus on travaille avec quelqu'un qui est différent, plus ça permet d'aller loin. Par contre, tu ne peux pas créer quelque chose de nouveau si tu es d'accord. C'est parce que tu n'es pas d'accord, parce que tu discutes, parce que tu dis ah, maintenant je comprends pas, je suis pas d'accord, mais tu veux faire ça, maintenant je suis pas, machin, qu'à la fin on va trouver une idée qui permet de dépasser les deux. Okay, donc il faut que vous preniez l'habitude de, collaborer, et plutôt d'aller vers les gens qui ne sont pas les gens avec qui vous êtes d'accord. En tout cas, pas ceux qui apportent quelque chose de nouveau par rapport à vous. Parce qu'autrement, vous êtes beaucoup plus stérile. Enfin, ça, c'est les deux grandes idées qu'on a à 42 aujourd'hui.
Après, on travaille beaucoup le côté peer-to-peer, et vous le faites déjà, donc c'est-à-dire qu'on apprend en se confrontant aux autres. On va aussi avoir une notion de gamification, c'est-à-dire qu'on pense que, si vous voulez, la partie créative qu'on a en nous, elle se développe essentiellement dans l'environnement ludique. En fin de compte, en tant qu'être humain, on a deux gros moteurs. On en a un, c'est la peur, c'est-à-dire qu'on a peur de mourir, hein. On a peur, on n'a pas envie d'avoir mal, etc. Et la plupart du système éducatif qu'on est classique est basé sur cette peur. On te dit en gros, si tu ne travailles pas, tu vas avoir une mauvaise note, si tu as une mauvaise note, tu vas redoubler, si tu redoubles, tu n'auras pas ton bac, si tu n'as pas ton bac, tu n'auras pas de travail, si tu n'as pas de travail, tu vas mourir de faim, et ton cerveau il dit bon là j'ai pas envie de mourir de faim, donc je fais ce qu'on me dit. Ça marche bien pour discipliner, organiser les gens, on forme des très bons militaires, tout ça, ça marche très bien. Sauf qu'on s'est aperçu que ce même processus empêchait la créativité, c'est-à-dire que plus tu as peur, plus tu es stressé, moins ton cerveau, à la partie le cortex préfrontal est disponible. Donc quand tu as très peur, tu ne peux plus avoir d'idées. Le seul moyen d'amener les gens à avoir des nouvelles idées, c'est de les amener dans la zone de plaisir. La deuxième motivation qu'on a, c'est qu'on a envie d'avoir du plaisir, on a envie d'être dans la joie, dans la chance. Et donc il faut que le système éducatif doit basculer dans cette zone de plaisir s'il veut créer des gens créatifs. Or, aujourd'hui, ce système, non seulement il ne développe pas les gens créatifs, mais il réduit cette créativité puisqu'il vous amène dans une zone de stress. Vous savez bien, si vous avez fait des études, que c'est stressant, c'est pas un truc où on est content d'aller. Il y a quand même très peu de gens qui sont contents d'aller à l'école. Ils s'ennuient, on les engueule, ils ne comprennent pas à quoi ça sert, et du coup ça crée du stress, et ce stress, il est contre-productif dans l'idée de la créativité. Donc il faut restaurer ce côté ludique. Ça veut dire que la première chose que doit faire une école, c'est de faire en sorte que les élèves, quand ils rentrent dans l'école, ils aient le sourire. S'ils ne sont pas contents d'être là, ça ne sert à rien, il vaut mieux les laisser rentrer chez eux, venir moins, trouver... tant qu'il n'y a pas de sourire, il ne peut pas y avoir de créativité. Et ça, maintenant, pendant très longtemps, on l'a cru, on le pensait, maintenant on le sait. C'est-à-dire qu'il y a des imageries cérébrales, on voit très clairement que dans le cerveau, physiquement, quand notre cerveau est stressé, toute la partie qui est liée à la créativité n'est plus irriguée, et donc on sait que ça ne marche plus. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de stress test ou de choses comme ça, où on stresse vraiment les gens. Donc quand on fait ça avec l'armée, etc., et bien là, vous voyez que les gens sont totalement impossibles de réfléchir. C'est-à-dire qu'ils sont hébétés, ils ne bougent plus. Si on vous fait très peur, vous verrez que vous êtes en situation de catatonie, vous ne bougez plus. Donc, voilà. Donc si on veut ramener ça, donc il faut rajouter dans ce domaine. Et je pense que pour vous, là, dans ce que vous êtes en train de faire, vous devez toujours réfléchir à vos émotions. C'est-à-dire que, est-ce que là, je suis en train de prendre du plaisir à ce que je fais? Ou est-ce que c'est une contrainte? Si c'est une contrainte, il faut arrêter, revenir plus tard, parce que notre état émotionnel, il change. C'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose là maintenant que dans une heure, on l'aimera pas, ou demain, on l'aimera pas. On a peut-être un problème à la maison, on a peut-être un problème. Mais si vous vous forcez à bosser, contrairement à ce que vous dites, ce que vous avez l'impression, vous ne bossez pas. Vous êtes en train de faire... Vous faites du mal, vous associez émotivement ce type de travail à un truc négatif qui fait que vous ne serez plus capable, si vous le répétez trop, vous ne serez plus capable de revenir dans la zone de plaisir et d'être créatif. Alors vous allez peut-être apprendre ce qu'on vous demande, mais vous ne l'aurez pas relié à votre côté émotif positif, ce qui fait que la fois d'après que vous aurez besoin de créer quelque chose, vous n'y arriverez pas. Or, notre système éducatif fait exactement ça de façon contrainte, pour des bonnes raisons, hein, parce qu'il faut savoir que notre système éducatif, qui a été développé en Occident à l'origine, essentiellement pour former des militaires et des curés. Ce système qu'on utilise aujourd'hui pour former les gens, il n'est pas si vieux que ça, hein, il a 300 ans. Avant 300 ans, on ne formait pas les gens comme ça, on formait ça avec des précepteurs et on mélangeait toutes les matières. Donc c'est quelque chose qui a été récemment mis en place et il a été massifié au moment de la révolution industrielle, mais il n'est pas fait du tout pour faire des gens intelligents, il est fait pour faire des gens disciplinés. Il a été fait pour ça, il a été dessiné pour ça. Donc c'est pas une erreur qui ne marche pas. C'est une erreur, il marche très bien pour faire des gens disciplinés, pour aller travailler dans les usines, ramasser du coton, faire ce qu'on veut, mais pour faire des gens créatifs et qui inventent des trucs, il n'est pas du tout fait pour ça. Et il marche bien. Il fabrique des séries de gens qui sont, si je vais très loin, qui sont, on va dire, disciplinés, quoi. C'est beau gentil. C'est la version gentille truc. Mais c'est vrai que le problème, c'est que l'économie mondiale est en train de changer. Pendant longtemps, on avait besoin d'une population disciplinée pour travailler dans des usines. Maintenant, on a besoin de gens innovants pour inventer des nouveaux produits parce qu'on a des robots pour travailler dans les usines. Et on commence à l'avoir à grande échelle. Et en plus, ça va pas. Beaucoup de gens pensent que ça va pas aller, que c'est pour dans longtemps, c'est pour dans vraiment pas longtemps. Moi, j'étais à Séoul, je vois il y a des usines aujourd'hui, il n'y a pas d'être humain du tout. Et ça sera de plus en plus le cas. J'étais l'autre jour dans le sud de Paris, il y a un grand entrepôt de Carrefour. Ils ont un entrepôt qui fait, je ne sais plus combien, dans les 100 000 m². Il n'y a pas d'être humain, c'est que des machines qui rangent les objets dedans. Et ça marche super bien. Donc ça, c'est dans pas longtemps. Parce que ça coûte moins cher, parce que ça fait moins d'erreurs, parce que plein de choses. Et donc nous, les êtres humains, il faut qu'on trouve autre chose à faire. Parce que si on ne sait faire que quelque chose que peut faire un robot, ça coûte pas cher, hein, ça mange pas.
Donc si vous voulez vivre la vie d'un robot, c'est pas cool. Et il y a un dernier point que je pense qui est très important, c'est la notion d'autonomie. C'est-à-dire c'est la notion d'être capable finalement de se donner un but dans la vie. C'est-à-dire de ne pas faire ce qu'on attend de toi, mais de se dire, voilà, moi j'ai envie de faire ça, et je vais faire ce qu'il faut pour y arriver, pour X ou Y raison. Vous savez, moi, quand j'ai créé mon entreprise à 19 ans, je n'avais pas de diplôme. Ok? Et c'est important en fait de savoir que le diplôme il est important, mais ça ne vous empêche pas de faire quoi que ce soit. Ça c'est la première chose que vous devez savoir. J'ai créé mon entreprise et je l'ai développée. C'est après que j'ai repris les études pour faire un diplôme. Mais aujourd'hui, je viens un peu devant même le système du CAMES pour dire qu'on est en déphasage. En Europe, il y a les systèmes qu'on appelle les systèmes de validation des acquis de l'expérience professionnelle. Ok? Et de plus en plus aujourd'hui, le CAMES même, qui est le Conseil africain majeur pour l'enseignement supérieur, intègre ça. Okay? Que si vous avez une compétence réelle, okay, il y a la possibilité en fait, que vous puissiez le valider en fait, contre un diplôme. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est la mise en œuvre du LMD, le système licence master doctorat, qu'on a adopté depuis quelques années déjà dans l'espace CAMES. Et dans ce système-là, également, les aptitudes professionnelles sont mises en avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on parle avec notre nombre, qu'il y a des étudiants qui ont des certifications, bien qui ont appris des langages, des choses très correctes, on peut les valider, les intégrer dans le système normal et leur donner des crédits par rapport à ça. Donc il n'y a aucun problème et après ils peuvent faire leur licence s'ils ont envie. S'ils perçoivent en fait ça comme un blocage. Et donc votre pédagogie, la manière dont vous travaillez aujourd'hui, prend en compte ça. Résolution de problèmes, créativité, innovation, collaboration, communication. Et je pense que dans toutes les activités que vous faites aujourd'hui, ça prend en compte ça. En tout cas, nous, on est très heureux de venir vous voir. Okay? Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la variation des acquis de l'expérience, c'est quelque chose qui va venir très très rapidement. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, et je pourrais échanger avec vous, on a créé une chaire UNESCO sur les TIC en Afrique de l'Ouest. Et cette chaire UNESCO permet de donner des qualifications. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des certificats. Okay, qui ont valeur de diplôme pour quand ils sont universitaires, rattachés à l'Université de Bordeaux et donc qui marchent bien. Donc ça c'est une possibilité. Après il y a le fait donc qu'on puisse faire la validation des crédits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle dit je maîtrise Java. Elle dit j'ai fait tant. Donc dès lors qu'elle dit ça, il y a un processus de certification qui permet de valoir un diplôme. Par exemple ici nous en Côte d'Ivoire, nous, on a une licence professionnelle reconnue par l'État, signée par la ministre de l'Enseignement supérieur, qui est reconnue au niveau du CAMES. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez fait des preuves, il y a la possibilité de prendre une cohorte et de leur donner des certifications pour qu'ils puissent avoir une licence professionnelle. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens convaincus comme moi, dire vous vous trompez par rapport au modèle avant. Parce que le modèle d'avant, c'est un modèle qui va disparaître de toutes les façons. Et avant, si c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais qui n'a pas un doctorat, qui n'est pas dans le système, ils vont dire non, c'est parce qu'il n'a pas de diplôme qu'il le dit. Vous voyez, c'est pourquoi des gens comme moi sont allés faire du moins leur diplôme et dire bon, maintenant, on peut parler le même langage. À 42, on a 40% des gens qui n'ont pas le bac. Le salaire moyen de sortie des étudiants de 42, c'est 50 000 € par an. Okay, alors, ça fait beaucoup par rapport à ici, mais c'est déjà 30% au-dessus des meilleures écoles françaises. 30% de nos étudiants créent des entreprises. Et c'est pas un miracle, c'est juste, en réalité, la seule chose qu'on fait, c'est ce que vous avez dit, on libère la créativité de gens qui sont enfermés dans un système qui est fait pour la réprimer. Okay, or, on en a besoin. C'est pas juste non plus sympa pour les étudiants. 42, c'est pas une initiative qui est faite pour aider les étudiants. 42, ça a été fait par un entrepreneur, qui est Xavier Niel, qui est quelqu'un qui est très riche. Ça a été fait pour aider les entreprises, parce que les étudiants ne trouvent pas de travail, mais les entreprises ne trouvent pas non plus de talent. Et c'est un cercle vicieux. S'il n'y a pas de talent, il n'y a pas de travail, vous n'avez pas de valeur, donc vous ne créez pas de travail, donc vous ne trouvez pas de talent. Enfin, c'est un cercle vicieux. Et à un moment donné, il faut casser le cercle. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est vous qui pouvez le casser. Parce que demain, vous allez avoir des idées, vous allez avoir du talent. Okay, une partie d'entre vous va aller travailler chez Orange et compagnie, mais une autre partie va créer des boîtes qui vont créer de la valeur et de nouveau recruter des gens sans diplôme. C'est ça qui va changer le truc. Aujourd'hui, la première entreprise qui a été vendue à Station F, elle est faite par des étudiants de 42. Ils ont monté un truc. 3 étudiants. Une jeune fille qui était coiffeuse, un garçon qui était pâtissier, et le troisième, il faisait une école de commerce. Ensemble, ils ont monté une boîte et en 3 ans, ils ont vendu 20 millions.
d'euros. Passez la main. C'est une boîte qui fait des chatbots et ça a été vendu à SAP, une boîte allemande. Voilà, c'est ça votre métier. Votre métier, c'est de créer de la nouveauté. C'est pas juste de coder ce qu'on vous demande. Okay. L'informaticien, c'est pas un métier où on prend un cahier des charges et on traduit. C'est un métier où on invente ensemble les choses. C'est ça votre métier. Votre métier, c'est voir une boîte qui a un problème et lui dire voilà, j'ai une solution pour que tu fonctionnes mieux. Et si vous faites ça, vous verrez, vous créerez de la valeur. Et non seulement vous en créez pour vous, mais vous en créez pour tous les gens autour. Parce que dans un écosystème, on est tous encastrés les uns dans les autres. C'est pas toi qui vas gagner parce que en faisant perdre le voisin. Vous gagnerez que si vous faites gagner tout le monde. Parce que chacun va reconnaître la valeur des autres. Et c'est ça qui fait qu'à la fin on est fort. C'est pas parce que personne n'est fort tout seul. Vous êtes fort parce que vous connaissez le machin. Peut-être demain tu seras dans une boîte et on va te poser une question que tu ne sauras pas répondre. Tu appelleras un de tes potes ici en disant tiens lui je savais qu'il savait ça. C'est ça qui fait qu'on est fort. Parce qu'ensemble, et puis peut-être que si aucun de vous le sait, vous vous mettrez à 4 et vous inventerez la solution. Voilà, c'est ça votre métier. C'est pas juste une somme de connaissances, parce que dans 10 ans, personne n'est capable de dire ce qu'il faudra savoir. Et quand je dis 10 ans, je suis gentil. Dans 5 ans, on ne sait pas. On est dans un métier qui change tout le temps. Il faudra s'adapter à tout ce qui va arriver autour, à quoi va ressembler la Côte d'Ivoire dans 5 ans, personne ne sait. À quoi va ressembler le monde. Est-ce qu'il y aura des robots partout? Enfin, on ne sait pas. Et on est sûr que ça va beaucoup changer. Votre métier à vous, c'est d'être capable de fabriquer ce changement et d'être capable de participer à cette création en permanence. Et vous avez vraiment de la chance parce que vous sortez d'un système qui effectivement est très répressif pour la créativité. Et donc vous avez non seulement de la chance, mais vous avez aussi une responsabilité du coup. Parce que ça veut dire que c'est à vous de le faire. Et personne ne pourra le faire à part vous. Okay, vous êtes 50, et sincèrement à 50 on peut changer beaucoup de choses. Quand on a démarré, j'ai démarré Epitech, qui est aujourd'hui classé dans les 3 premières écoles en France, hein, on était 25. Okay, aujourd'hui, tous les ans, il y a 2000 étudiants qui sortent d'Epitech et qui vont dans toutes les plus grandes boîtes du monde. Vous voyez, vous êtes 50, dans 10 ans, vous pouvez être dans toutes les boîtes allemandes d'Afrique. Et changer vraiment le jeu autour de vous. En fait, quand vous allez dans une entreprise pour être salarié, on vous demandera votre CV. Si vous vous positionnez dans l'entreprise comme un prestataire, on ne vous demandera rien du tout. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ouais, juste des books. C'est-à-dire que si, admettons par exemple que tu viennes dans l'entreprise pour être, par exemple, le DSI, on va te dire est-ce que tu as une licence, tu as un master, etc. Si tu dois faire la même prestation pour l'entreprise en tant que consultant extérieur ou bien en tant que quelqu'un qui a créé sa boîte, qui offre le même service, on te demandera aucun diplôme. Mais, comme je le disais à Nicolas depuis un moment, chez nous ici c'est quelque chose qui est très très ancré, c'est-à-dire la question du diplôme. Et c'est pourquoi il faut y travailler. Il faut y travailler en discutant avec les autorités, en discutant avec le ministère, et tout le monde aujourd'hui est dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit. Les certificats existent, un système qui permet en fait que les gens qui sont dans le système non formel viennent dans le système mais formel. Ça, c'est le travail. Voilà, c'est le travail que vous faites. Votre travail, c'est de montrer que vous avez de la valeur. Ça, et après, normalement, l'État doit faire la jonction entre les deux. Parce que c'est délirant que les diplômes ne montrent pas de la valeur. C'est une perversion du système. Okay, donc effectivement, un diplôme devrait démontrer la capacité. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ce qui prime, c'est qu'on ne peut pas laisser un système mourir parce qu'on s'est trompé sur une adéquation. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui prennent les choses en main, disent moi je sais faire des trucs, qu'ils les fassent, que ça crée de la valeur, parce qu'autrement l'ensemble de la chaîne perd. Toi, après tu arrives à un truc où les gens ils se disent je peux pas faire ça ici parce que personne ne sait faire. Si je prends des... En plus le mec il se dit j'ai pris les docteurs, c'est les meilleurs, ils savent pas faire. Donc forcément il n'y a personne. Toi tu as un moment où tout est perverti. Le fonctionnement ici c'est que eux-mêmes ils apprennent, ça c'est la première chose, mais en plus eux-mêmes ils s'évaluent. Voilà, parce que ils peuvent témoigner chaque fin de mois, c'est-à-dire les derniers samedis de chaque mois, on fait cette grosse évaluation là, donc oui, ils sont emmenés à concevoir quelque chose, à programmer. Mais ce qu'ils programment, c'est eux qui le proposent. C'est-à-dire que peut-être le samedi d'avant, ils m'envoient un mail, on me dit monsieur, nous, on voudrait, voilà, ils sont constitués en groupe, on voudrait qu'on puisse travailler la semaine prochaine sur tel projet, sur telle application. Donc ici, on ne leur impose rien du tout. C'est eux, en fonction de ce qu'ils ont bossé pendant tout le mois, ils se disent ah, on doit être capable, parce qu'on a appris Java, on a appris Angular, tout ça, on doit être capable de concevoir une application qui permet par exemple de faire le recensement d'une population. Voilà. Donc du coup, moi je reçois plusieurs projets comme ça, on fait un choix, et puis après ils travaillent là-dessus. Au niveau même des quiz, parce que souvent on fait des quiz, c'est eux-mêmes en fait qui, en fonction de ce qu'ils ont bossé, proposent des quiz.
Donc nous, en fait, finalement, moi, mon travail, c'est de faire des sélections, de dire, ok, je prends ça, 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 et puis vous encore, vous apprenez. Dès le départ, je pense que j'ai été clair avec eux. On leur a dit, ici, on ne donne pas de diplôme. Et on ne vous garantit pas un emploi. On ne vous dit pas, dès que vous sortez d'ici, automatiquement, vous serez embauché ici. Non. Ce qu'on veut, ce qu'on voudrait en tout cas, c'est que vous puissiez entreprendre, créer, fabriquer quelque chose. À la limite, on veut bien se transformer en incubateur plus tard. Faire en sorte que, voilà, vous finissez votre formation, vous venez nous dire, ah, on a pensé à telle application, on a pensé à tel jeu, on a pensé à telle solution et tout. Et nous, on essaie de voir, parce qu'on sait qu'en fait, en Afrique, l'une des difficultés qu'on a, c'est les finances. Vous pouvez avoir de très beaux projets et tout, mais si vous n'avez personne pour vous accompagner, c'est compliqué. Donc après, nous, on se propose, en fonction du projet qu'ils auront, de les accompagner, dans la mesure de nos moyens, de les accompagner et puis de faire ça comme ça. Donc je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, et je pense que c'est un peu ça qu'on a déjà commencé à NAL et qu'on espère poursuivre. En tout cas, moi, je tiens à vous féliciter, féliciter pour l'initiative. Vous savez, c'est pas tout le monde en fait qui a envie de changer les choses. Quand vous commencez quelque chose, vous êtes le premier à le dire. Vous savez, Galilée, il est parti à cause de ça. Il est pourtant, mais il a été. Et c'est ça un peu le principe. Lorsque vous êtes pionnier dans quelque chose, on doit vous accompagner. Et notre action, c'est d'abord de venir vous saluer et vous féliciter et vous dire de ne pas vous arrêter en si bon chemin et de dire aux étudiants que vous êtes des ambassadeurs. Mais il faut de l'engagement, de l'organisation et des personnes donc sur votre chemin pour arriver à construire ça. Vous avez du talent et est-ce que vous devez mettre en valeur? Ce serait mon mot de fin. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi de venir vivre cette expérience avec vous. C'était aussi un grand plaisir et puis on va vous applaudir tous les deux parce que je pense que c'est vous qui allez faire la suite. En tout cas, vraiment au nom de tous mes étudiants et de toute l'équipe de NAL, nous vous remercions parce que c'est pas toujours qu'on reçoit un très grand entrepreneur, le cofondateur de l'école 42, donc c'est beaucoup inspiré, je l'avoue. Et merci encore. Je pense que on va peut-être plaider pour qu'il revienne encore de temps en temps, nous dire un petit bonjour comme ça. Ok? Merci bien.